Quand le bâtiment va, tout va, sauf peut-être la planète. C'est la question toute trouvée alors que le secteur de la construction connaît des tumultes en France et qu'il doit faire face à de nouveaux impératifs environnementaux. Alors, intelligence artificielle, on en parlait il y a quelques instants, recours à des matériaux biosourcés ou bien technologies innovantes issues de la recherche en chimie, quand la science change la donne. Voici le thème de notre 9e session de ce Paris-Saclay Summit. Et pour la porter, cette session, merci d'accueillir par vos applaudissements Marie-Luce Godino. Marie-Luce Godino, directrice générale adjointe innovation, développement durable et système d'information du groupe Bouygues. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés pour conduire cet entretien, Bruno Monnier-Vinard, chef de rubrique immobilier et architecture au point. Je vous laisse la parole. Je vais vous prêter mon micro, peut-être. Le mien. Vous m'entendez? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, il n'aura échappé à personne que nous vivons actuellement une fulgurante accélération technologique et environnementale qui touche toutes les strates de notre société. Dans un contexte de préservation des ressources et de l'urgence climatique qui fragilise notre planète, la France s'est engagée au niveau national, européen et international à réduire son empreinte carbone qui devrait, si tout va bien, atteindre la neutralité en 2050. Le monde de la construction en général et du bâtiment en particulier consomme près de la moitié de l'énergie de notre pays et arrive en 2e position des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, environ un quart des émissions, juste derrière le transport des personnes. Donc la problématique est la suivante. La construction peut-elle s'accorder avec la transition écologique et numérique ? Comment fait-on pour avoir le plus faible impact dans l'acte de construire? Doit-on changer les procédés constructifs? Doit-on choisir d'autres matériaux? Quelles sont les solutions technologiques qui peuvent participer à relever ces nouveaux défis? Et comment les majors du BTP, et notamment Bouygues, appréhendent-ils cette problématique et relèvent-ils ce challenge? Pour faire le lien avec le débat que vous avez suivi précédemment, ma première question pour Madame Godino, c'est de savoir si cette fameuse intelligence artificielle s'est invitée dans ce débat. Et si oui, comment? Alors d'abord, je voudrais juste revenir sur votre introduction en disant que je pense que le monde de la construction, il a bien pris en compte et bien pris conscience de l'enjeu environnemental, de son impact environnemental. Ça, c'est la première chose. Mais il a aussi pris conscience qu'il était capable d'apporter des solutions en la matière. Et vous l'avez dit, que ce soit en matière de mode constructif, de matériaux utilisés, ou alors de solutions offertes, infrastructures d'énergie décarbonée, infrastructures de mobilité douce, etc. Donc je pense que le monde de la construction, il a vraiment fait un tournant. Alors si je me penche sur l'intelligence artificielle, alors c'est vrai que depuis quelques mois, l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler, mais ça existait bien avant ChatGPT, Et donc le monde de la construction s'est bien sûr emparé comme un des outils potentiels pour travailler sur son impact. Et donc comment est-ce qu'on l'utilise? On peut l'utiliser, l'intelligence artificielle, finalement à toutes les étapes des projets, que ce soit en amont, au moment de la phase de conception, que ce soit pendant la phase de construction pour finalement regarder nos impacts environnementaux au moment de la phase constructive, ou alors au moment où le bâtiment existe. Et là, on est vraiment dans le monitoring de la performance environnementale. Alors, je vais vous prendre 2 exemples concrets, parce que ça peut un peu parler. Je vais commencer par la partie, finalement, pendant la phase chantier. Parce que ça parle à tout le monde. Tout le monde a vécu à côté de chez lui un chantier. Et donc, c'est vrai que là, utiliser l'intelligence artificielle pendant cette phase-là, c'est intéressant. Alors, comment on peut faire ? Tout simplement en installant un certain nombre de capteurs et en analysant les données qui sortent de ces capteurs. Et ça permet notamment d'analyser les nuisances sonores en se disant d'où viennent-elles, quels sont les engins qui les fabriquent, est-ce que c'est sur le chantier ou pas sur le chantier, parce que parfois c'est ailleurs, avertir les riverains. On peut aussi, avec des caméras, analyser les salissures qui sont sur la route. Et donc voilà, tout ça c'est des outils. Par exemple, nous on a mis en place une solution qui s'appelle Ubi et qui permet de faire ça. Donc ça, c'est au moment, je dirais, de la phase constructive, par exemple. Maintenant, si on regarde la phase amont
et puis exploitation. Je voudrais prendre un deuxième exemple pour bien illustrer. Il y a quelques années, Bouygues Immobilier a fait un projet pour Schneider Electric qui s'appelle Intensity. Intensity, c'est le centre de R&D et la vitrine technologique de Schneider à Grenoble. Et ben, pour faire ce bâtiment, il y avait des très très forts enjeux environnementaux. Il y avait des attentes en matière de performance qui étaient très importantes. Et donc là, il y a effectivement un modèle énergétique numérique qui a été mis en place dès la phase amont, avec des centaines de milliers de paramètres pour essayer de comprendre, de simuler comment l'énergie allait être consommée, à quel endroit, de quelle façon on pouvait l'optimiser. Et ce modèle, il a permis, en phase d'exploitation, puisque maintenant le bâtiment existe, de vérifier que les performances qui étaient attendues, qui étaient très importantes, parce que c'est un bâtiment qui était attendu 10 fois plus performant que la moyenne européenne, et ben de vérifier que ce bâtiment, en phase d'exploitation, il avait bien les bonnes caractéristiques et que ce qu'on avait prévu se passait. Et donc là, on est vraiment dans le monde du jumeau numérique, on va dire. Et puis pour finir, puisqu'on est quand même sur l'intelligence artificielle générative en ce moment, et là c'est vrai qu'on voit apparaître des trucs un peu incroyables. Moi j'ai vu 2 types d'outils qui apparaissent. Il y en a un de chez Autodesk qui s'appelle Forma, il y en a un autre qui s'appelle Ipar, ou iPar, je ne sais pas comment on dit. Et c'est clair que c'est à partir d'un prompt, on peut générer un premier design. Franchement c'est formidable. Alors je ne suis pas sûre que ce soit encore complètement exploitable, mais c'est vraiment très intéressant. Et donc, ce jumeau numérique dont vous nous parlez, c'est une sorte de super BIM. Moi, j'en étais resté à la modélisation des bâtiments. Ouais, quand on parle de jumeau numérique, on se dit que c'est une véritable reproduction virtuelle d'un ouvrage réel. Et donc souvent même, il y a un lien entre le monde réel et le monde virtuel par des capteurs qui sont installés. Et ça peut être à la fois à différentes étapes du projet, ça peut être en conception, en construction, en exploitation, mais ça peut être aussi à différentes échelles, ce jumeau numérique. L'échelle du bâtiment, l'échelle de la ville, du territoire, voire même au-delà. Et donc c'est vrai qu'on utilise souvent le mot BIM plutôt pour la partie amont, c'est-à-dire le bâtiment en phase de conception, et qu'on utilise le mot jumeau numérique pour le reste des cas d'usage. Par exemple, Colas a mis en place une plateforme qui s'appelle Twin, qui est un jumeau numérique du territoire. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça récolte des données bâtimentaires sur les infrastructures routières et souterraines du territoire, et ça permet finalement de simuler des performances futures, notamment éventuellement en matière de réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on peut s'adapter ? Voilà, donc ça. Mais par contre, souvent on utilise aussi en phase exploitation, c'est-à-dire que là il y a un vrai lien réel entre des capteurs qui sont dans le bâtiment ou des capteurs qui sont sur des infrastructures et le jumeau numérique, et ça permet à la fois d'analyser en temps réel et de piloter, de contrôler, de monitorer. Donc c'est vraiment ce lien temps réel qui fait la vraie performance du jumeau numérique. Je suis allée il n'y a pas très longtemps en Chine, et j'ai vu le port de Tianjin, par exemple. Et sur ce port, typiquement, ils ont fait un jumeau numérique sur la moitié du port, et ça permet d'optimiser la façon dont les conteneurs sont circulés, d'automatiser plein de tâches, et c'est en temps réel, et ça aujourd'hui c'est rendu possible par le fait qu'on peut mettre des technologies 5G qui permettent d'aller très rapidement capter les informations, les analyser et réagir. Et est-ce qu'on a les métiers ad hoc pour mettre en place justement ces jumeaux numériques ? Est-ce qu'il y a des filières de formation particulières ? Je pense que c'est le jumeau numérique et plus largement le digital dans la construction. Alors on dit toujours que le monde de la construction est un peu de retard, oui. Un peu de retard. Alors je ne sais pas si les études ont changé, mais il y a quelques années, on disait que c'est l'un des secteurs les moins digitalisés. Et pourtant, comme je vous l'ai dit à l'instant, il y a plein de digital dans la construction. En conception, évidemment, toutes les maquettes numériques, le BIM dont on parlait à l'instant. Pendant la phase de construction, il y a des applications pour lever les réserves, pour analyser en temps réel l'avancement du chantier. Et pour autant, le monde de la construction, il a du mal à vraiment passer à l'échelle. Et pourquoi ? Je pense que c'est quand même lié à un écosystème qui est extrêmement fragmenté. Il y a beaucoup d'acteurs de toute taille, des grands, des petits. Il faut que tous ces gens-là, ils collaborent. Et donc, il faut qu'ils soient tous formés. Il ne suffit pas de former les gens de l'entreprise. Alors évidemment, dans un groupe comme Bouygues, on offre des formations et on accompagne les collaborateurs dans cette appropriation du digital et maintenant de l'intelligence artificielle ou des sujets de données. Mais ça ne suffit pas d'accompagner les collaborateurs. En fait, c'est tout un écosystème qu'il faut entraîner. Et donc, c'est là où se situe la difficulté. Et je pense que c'est là que c'est un peu plus lent, peut-être, que dans d'autres industries. Alors, il y a des acteurs qui se sont, on va dire, emparés ou qui essayent d'accompagner sur ces sujets-là. Je vais en citer 2. Cap Digital, par exemple, le fait, ou Pacte PME le fait également, en essayant d'accompagner finalement tout l'écosystème dans ces nouvelles
dans ces nouveaux enjeux digitaux, intelligence artificielle et le corollaire en matière de cybersécurité aussi. Donc voilà, il faut à la fois former évidemment tous les nouveaux entrants par les filières des écoles, mais il faut aussi former tout l'écosystème actuel, et c'est ça qui prend du temps. La cybersécurité pour vous protéger les données qui sont... La cybersécurité pour protéger, puisque de plus en plus il va y avoir des données. Ces données, on va les utiliser pour à la fois simuler, mais aussi piloter des comportements d'ouvrage, et donc il faut évidemment que les systèmes soient bien protégés pour éviter que des esprits mal intentionnés ne puissent s'emparer de ces systèmes. Parfait. Alors là, on va peut-être passer à la partie des matériaux. Il y a des matériaux qui s'invitent, des matériaux soit innovants, soit des matériaux traditionnels qui connaissent une nouvelle jeunesse et un retour en grâce, tels que la pierre, la terre crue, le bois, dont on parle beaucoup, bien entendu, mais aussi la paille, le chanvre. Enfin, vous allez nous en citer d'autres, avec des labels biosourcés, géosourcés, autant de choses qui captent du CO2, qui permettent de réduire cette empreinte carbone. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les familles de ces matériaux et leurs caractéristiques intrinsèques et leurs bonus? Alors, je vais essayer de faire tout ça en un temps réduit. Oui, parce que le temps file. Je pense que quand on essaye de réduire l'empreinte carbone, que ce soit d'un bâtiment ou d'une infrastructure routière, la première chose qui vient à l'esprit, c'est de dire je vais transformer, je vais substituer un matériau par quelque chose de moins carboné. Voilà, c'est la première idée qui vient à l'esprit. Et donc, on va utiliser notamment des matériaux biosourcés, c'est-à-dire des matériaux qui viennent essentiellement du végétal, ce qui pousse, ou des matériaux géosourcés, terre, argile, etc. Donc voilà, c'est la première idée qui vient à l'esprit, et dans cette famille-là, on a plein d'exemples. On a l'histoire des bétons, enfin le sujet de béton bas carbone, dont on a beaucoup entendu parler. Donc juste une seconde peut-être pour le béton, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que le béton. Le béton, c'est juste un mélange, on va dire, de ciment, de sable, d'agrégats, de cailloux, et puis d'eau. Et ce qui émet énormément dans le béton, c'est le ciment, parce que pour fabriquer le ciment, il y a un composant essentiel à l'intérieur qui est le clinker, et ça, c'est fabriqué comment? C'est on prend de l'argile, et on prend du calcaire, et on chauffe à très haute température. Donc il y a d'une part l'énergie nécessaire, et puis la réaction chimique derrière, les deux, ça génère du CO2. Donc voilà. Et donc là, l'idée, c'est de dire par quoi je peux remplacer ce clinker. Et là, les idées sont effectivement très nombreuses. On peut utiliser des laitiers de haut fourneau, on peut utiliser des cendres volantes, on peut utiliser de l'argile calcinée. Donc vraiment beaucoup d'idées pour essayer de baisser ça en substituant. On peut faire la même chose sur la partie enrobé routier, par exemple, dans lequel on va utiliser des liants à base végétale. Colas a développé 2 produits, le Végécol, c'est 70% d'empreinte carbone en moins en utilisant un liant d'origine biosourcée, ou alors le Végéroad, là c'est 30%. Et ça remplace une partie du liant bitumineux par finalement là aussi une huile végétale. Donc voilà, c'est ces idées-là. Alors après, on peut complètement substituer le matériau. On peut utiliser du bois, effectivement, de la terre crue, de la pierre de taille, très intéressant. Et puis, sur tout ce qui est isolation, parce qu'on peut aussi travailler sur la question d'isolation, c'est là qu'on voit beaucoup apparaître tout ce qui est paille, lin, chanvre. Ça dépend beaucoup des matériaux qui sont situés localement. Si je vais en Martinique, je vais utiliser de la bagasse. Si je suis ici, effectivement, je vais peut-être plus utiliser de la paille. Donc, c'est très important. Et donc, vous avez posé la question des caractéristiques intrinsèques. Alors c'est sûr que je suis intéressée par les caractéristiques intrinsèques des matériaux. Je sais pas, leur résistance à la flexion, à la traction, à la compression, évidemment. Je suis intéressée par leur performance acoustique, la résistance au feu, etc. Mais je trouve que pour une entreprise comme nous, une entreprise de construction, une entreprise qui fabrique des produits, des ouvrages, des routes, bien sûr, le matériau, il est intéressant, mais le matériau tout seul, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment on peut combiner les performances des différents matériaux et comment je construis un système. Et c'est les performances du système qui m'intéressent et pas tellement les matériaux. Donc finalement, je veux passer de la science à l'ingénierie du matériau au système. Et ça, c'est important qu'on puisse faire ça. Et puis la deuxième chose qui m'intéresse, quand je m'intéresse aux matériaux, c'est vraiment de me dire, est-ce que je suis capable de passer à l'échelle ?
Parce que c'est bien d'avoir des matériaux formidables, mais est-ce que je suis capable de passer à l'échelle? Est-ce qu'on peut avoir l'approvisionnement, c'est ça? Est-ce que je suis capable d'avoir les matériaux ou les substituants disponibles? Parce que évidemment, ils sont peut-être en quantité limitée. On parle, par exemple, je parlais tout à l'heure des laitiers de hauts fourneaux pour le béton bas carbone. Il n'y en a pas non plus une quantité incroyable. Il peut y avoir des concurrences d'usage. Quand j'utilise de la biomasse ou des produits végétaux, je peux être en concurrence avec d'autres industries sur ces sujets-là. Donc là, il y a une concurrence d'usage. Est-ce que je vais sécuriser? L'autre chose que je regarde aussi, c'est finalement, si je veux améliorer mon empreinte carbone, il faut que je regarde les modalités de calcul. Si c'est des matériaux ou qui risquent d'avoir, qui dépendent de conventions de calcul, qui risquent de changer dans le temps, là aussi, il faut que je me pose cette question de façon importante. Par exemple, le béton bas carbone à partir de laitiers de hauts fourneaux, il y a quelques années, tout à coup, son empreinte carbone a augmenté parce qu'on a décidé d'affecter au laitier, qui était un déchet de l'industrie sidérurgique, on va dire, de lui affecter une empreinte carbone. Alors qu'avant, c'était que l'industrie sidérurgique qui l'apportait. Donc voilà, il y a des questions de convention. Et puis la dernière chose, c'est est-ce qu'on a les filières industrielles? J'ai pas parlé, mais l'autre idée qui vient en général pour diminuer l'empreinte carbone, c'est de se dire je vais réutiliser des matériaux, je vais utiliser du réemploi. C'est intéressant le réemploi, puisque je me dis avec le même matériau, je vais pouvoir avoir une durée de vie plus importante et donc amortir l'empreinte carbone. Mais s'il n'y a pas de filière industrielle, ça ne marche pas. C'est pour ça que Bouygues Construction a lancé Synéo, qui est en fait une plateforme pour le réemploi, pour essayer de stimuler, de dynamiser cette filière du réemploi. Oui, pour la filière industrielle du bois, par exemple, je sais qu'on importe encore du bois, pas mal de bois d'Autriche ou d'Allemagne, mais que l'émergence de construction en bois, mixée souvent d'ailleurs avec du béton, et ça me fait une transition pour l'autre question, permet de réactiver un savoir-faire qu'on avait notamment sur la façade atlantique avec les chantiers de marine oui, ce sont des matériaux qu'on emploie, qui se prêtent à être mélangés avec d'autres. Oui, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est bien sûr le matériau en tant que tel, mais c'est l'assemblage des matériaux pour faire finalement les performances d'ensemble. Je vais vous donner un exemple. Si je vais prendre du revêtement urbain, mais c'est pareil. Colas a développé un revêtement qui s'appelle Urbalite. Très bien, ce revêtement, il a quelques caractéristiques intrinsèques. Il est perméable et puis il est clair. Alors c'est super, mais la question qui se pose, c'est pas seulement d'avoir un revêtement, c'est de dire finalement dans quel système il va s'intégrer, qu'est-ce qu'elle va faire l'eau quand elle va tomber en dessous. Et là, on se pose la question de quel est l'objectif qui est poursuivi. Et là, l'objectif qui est poursuivi, c'est de se dire comment est-ce que je vais lutter contre les îlots de chaleur urbains. Pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, il faut que j'ai peut-être un revêtement clair, une perméabilité de la structure en dessous et la capacité d'évacuer l'eau vers les structures végétatives de façon à ce que, effectivement, in fine, on ait une performance en termes de réduction de température au niveau du sol. Donc voilà, c'est dans les bâtiments ou dans les infrastructures routières, c'est la même chose. Le matériau seul, il n'a pas de... Enfin, je veux dire, ce qu'il faut, c'est voir comment on arrive à avoir des performances globales. Et dans un certain nombre de cas, d'ailleurs, on peut mettre des matériaux plus carbonés, mais le calcul de structure va montrer qu'en mettant moins, c'est plus performant. Et donc, on réduira l'empreinte carbone avec des matériaux plus carbonés. Donc, vraiment, il faut voir ça d'une façon globale. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on passe de la science à l'ingénierie, parce que pour passer à l'échelle, il faut vraiment travailler sur les sujets d'ingénierie. Oui, moi j'ai souvenir lors de reportages en Inde notamment et au Brésil d'innovations qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui étaient très concrètes pour les habitants. C'était des habitants soit de favelas ou de quartiers défavorisés, et des mélanges de béton prêt à l'emploi qui étaient mélangés avec de la terre crue et qui permettaient, dans des endroits où les camions toupies de béton ne pouvaient pas accéder, de consolider les habitations pour résister aux intempéries, notamment des moussons. Est-ce que justement ces nouvelles solutions, elles ne sont pas l'apanage de pays industrialisés comme le nôtre? Est-ce qu'elles profitent aussi à des pays en voie de développement? Je pense que dans un certain nombre de pays et depuis la nuit des temps, les gens ont utilisé les matériaux qui étaient disponibles localement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on retourne vers ces sujets-là, de se dire comment est-ce que je vais utiliser des matériaux disponibles localement pour pouvoir construire. Voilà. En France, on a une culture très béton sur la partie bâtimentaire, mais voilà, et donc on essaye de réemployer des matériaux traditionnels dont on voit évidemment que l'empreinte carbone peut être plus faible dans un certain nombre de cas.
Et on parlait justement du béton. Est-ce qu'il n'y a pas des freins réglementaires, techniques à l'emploi de ces matériaux Ah ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de normes et des normes qui encadrent la façon dont les conditions d'usage et de mise en œuvre aujourd'hui des matériaux. Et c'est vrai que la structure de normes française est très adaptée aux matériaux qu'on utilise le plus couramment, c'est-à-dire le béton. Et puis c'est la structure de normes française, mais elle s'insère dans des structures à la fois au niveau des matériaux, au niveau des systèmes, justement, elle s'intègre dans des normes européennes avec les Eurocodes. Donc tout ça, c'est un ensemble de normes qui, quand on veut qu'elles intègrent un nouveau matériau, qui peut être d'ailleurs un matériau traditionnel, mais qui n'était pas dans les dernières décennies utilisé, eh bien, il va falloir les modifier. Alors tout ça, c'est pas pour dire qu'il faut les enlever les normes, parce que la durabilité, la pérennité, garantir aux maîtrises d'ouvrage et aux usagers que les bâtiments vont effectivement bien se tenir dans le temps, c'est hyper important. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer le sujet, comment est-ce qu'on peut aller plus vite et comment est-ce qu'on peut finalement fiabiliser et accélérer la mise en œuvre de ces nouveaux matériaux. Alors pour ça, je voudrais juste citer, je pense, un exemple, une initiative que je trouve assez intéressante chez Bouygues Construction, qui est que souvent, quand on met en œuvre des innovations, les chantiers eux-mêmes et les clients eux-mêmes freinent, parce que comme ils ne connaissent pas ces matériaux qui doivent durer pendant longtemps, et leurs conditions de mise en œuvre, c'est un peu compliqué. Et donc cette initiative, c'est Scale One, et en fait c'est un lieu d'innovation qui permet de tester grandeur réelle la mise en place de ces nouvelles innovations au niveau bâtimentaire, et ça c'est ouvert à l'écosystème, et ça c'est intéressant parce que ça permet de monter, de passer à l'échelle plus vite. Et c'est bien ça dont on a besoin pour avoir un monde plus durable, c'est d'arriver à implémenter des solutions plus durables plus vite. Une sorte de super appartement témoin. Absolument. Très bien. Il y a aussi, lors de mes reportages, j'ai vu aussi parmi les innovations des choses assez étonnantes, notamment tout ce qui concerne les vitrages qui peuvent occulter le soleil, ou la vitrophanie qui peut occulter une pièce de bureau. Et dernière chose, je voulais revenir aussi quand même sur cette histoire des nouveaux procédés constructifs. On parle beaucoup de modulaire, de construction hors site. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça ? Là encore, il faut regarder les sujets dans leur globalité. La construction hors site, évidemment, et d'ailleurs, elle a existé depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se font en la matière, mais la question, c'est comment ça s'insère dans un process global d'industrialisation de la construction. Et c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est de se dire comment est-ce que je vais utiliser le bon mode constructif pour le bon matériau au bon endroit. On ne va pas forcément utiliser les mêmes modes constructifs si j'ai de la pierre de taille ou du bois. Il y a des matériaux qui se prêtent beaucoup plus, par exemple, par nature, qui se prêtent beaucoup plus à une forme de préfabrication en amont et qui ensuite sont installés sur site. Donc voilà, il faut pas regarder ça en disant j'ai d'un côté la construction hors site et puis de l'autre côté j'ai la construction. Tout ça, c'est global et il faut avoir cette vision globalisée dans laquelle on va mêler, là encore, des plateformes digitales qui vont permettre de savoir qu'est-ce qu'on fabrique, à quel endroit et à quel moment on doit les mettre sur les chantiers. Et tous ceux qui ont imaginé faire que du digital ou que des choses séparées, ce sont malheureusement, ça malheureusement mal fini. Donc voilà, je pense que pour conclure sur ça, comme sur les matériaux, il faut vraiment avoir une vision systémique parce qu'on est dans une notion de système et pas une notion unitaire. Merci beaucoup Marie-Luce Godino, qui nous amène à la fin de cet entretien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la science au service de la construction. Merci à vous Marie-Luce Godino. Merci également à Bruno Monnier-Vinard. Je vous propose de marquer une courte pause avant d'entamer notre prochaine table ronde. Elle concerne le thème de nourrir le monde. Beau programme, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.